Un milliardaire rend visite à la tombe de son fils et trouve une mère sans abri en pleurs avec un enfant. Elle fut choquée de découvrir qui ils étaient. Bonjour amis, bienvenue dans notre histoire. Avant de commencer, merci de liker cette vidéo et de vous abonner. Dites-nous aussi dans les commentaires d'où vous nous regardez. New York, Londres, peut-être le Canada ou la Jamaïque. Nous voulons le savoir. Veronica avait 60 ans, mais le chagrin l'avait fait paraître 70 ans. Elle était l'une des femmes les plus riches de tout l'État. Elle possédait des centres commerciaux, des immeubles d'appartements et des restaurants chics à travers la ville. On l'appelait la reine d'acier, car rien ni personne ne pouvait lui faire changer d'avis une fois qu'elle avait pris une décision. Mais tout son argent ne pouvait pas ramener ce qu'elle avait perdu 3 ans plus tôt, son fils, son unique enfant, Johnson. Chaque mois, le 15 du mois, Veronica conduisait sa voiture noire coûteuse jusqu'au cimetière de Greenwood. Elle passait devant des centaines de tombes jusqu'à atteindre celle ornée d'une grande pierre de marbre où était inscrit « Johnson, fils bien-aimé, 1991 à 2022 ». Ce jour-là ne faisait pas exception. C'était un jeudi après-midi froid de novembre. Des nuages gris couvraient le ciel, et un vent léger faisait danser et tomber les feuilles des arbres. Veronica portait un long manteau noir et tenait un bouquet de roses rouges, les fleurs préférées de Johnson. Elle marchait lentement à travers les portes du cimetière, ses talons hauts claquant sur le chemin de pierre. Tout était silencieux, sauf le chant des oiseaux au loin. Mais lorsqu'elle tourna au coin près de la tombe de Johnson, Veronica s'arrêta soudainement de marcher. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa bouche s'ouvrit. Là, agenouillée juste devant la pierre tombale de marbre de Johnson, se trouvait une jeune femme portant des vêtements sales. Les bras de la femme enserraient une petite fille, peut-être âgée de 5 ou 6 ans, qui pleurait sur son épaule. Toutes deux sanglotaient comme si leur cœur était brisé en 1 million de morceaux. Les mains de Veronica se crispèrent autour de ses roses. Une étrange sensation de chaleur envahit sa poitrine. De la colère, de la confusion, et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait nommer. Qui sont ces gens ? Pourquoi sont-ils à la tombe de mon fils ? Elle avança à grands pas, ses pas lourds et tranchants. Excusez-moi. La voix de Veronica trancha le silence du cimetière comme une lame. C'est une tombe privée. Vous devez partir maintenant. La tête de la jeune femme se releva brusquement. Son visage était rouge et gonflé par les pleurs. Ses yeux noirs étaient remplis de larmes, mais il y avait autre chose aussi, quelque chose de fort, quelque chose qui ne se briserait pas facilement. Je suis vraiment désolée, dit la femme, la voix tremblante. Elle se leva rapidement, tirant la petite fille près d'elle. Je ne savais pas que vous viendriez aujourd'hui. Peu importe, répondit Veronica froidement, en s'approchant. Je vous ai posé une question. Qui êtes-vous ? Et pourquoi pleurez-vous sur la tombe de mon fils ? La femme essuya son visage avec sa manche. Je m'appelle Clara Mitchell. Voici ma fille, Marie. Veronica baissa les yeux vers l'enfant. La petite fille avait de grands yeux noirs, des cheveux courts foncés, et une peau sombre. Elle était maigre, trop maigre, et ses vêtements semblaient vieux et usés. L'enfant fixa Veronica avec une expression qui fit bondir le cœur de Veronica. Ses yeux, ce visage, quelque chose en elle semblait familier. Cela n'explique toujours pas pourquoi vous êtes ici, lança Veronica, repoussant cette pensée. Cette tombe appartient à ma famille. Mon fils, Johnson vous n'avez rien à faire ici. Clara prit une profonde inspiration. Quand elle parla à nouveau, sa voix était plus calme, mais plus ferme. Je sais qui il était. Je viens ici tous les mois parce que, elle marqua une pause et baissa les yeux vers Marie, parce que Johnson était important pour nous. Très important. Veronica sentit un frisson glacé parcourir sa colonne vertébrale. Important comment ? Demanda-t-elle. Le vent se leva, faisant craquer les branches des arbres au-dessus d'elle. La main de Clara se resserra sur l'épaule de Marie. Parce que, dit Clara, relevant le menton et regardant Veronica droit dans les yeux, Johnson et moi étions ensemble, nous nous aimions. Et parce que Marie est sa fille. Les roses tombèrent des mains de Veronica. Elles s'éparpillèrent sur l'herbe humide, les pétales rouges se brisant et se mêlant à la terre. Veronica ne pouvait plus respirer, ni penser. Le monde semblait basculer sur le côté. « Que venez-vous de dire ?» murmura-t-elle. Clara ne détourna pas le regard. « Marie est l'enfant de Johnson. »
Votre petite fille. C'est impossible, siffla Véronica. Mon fils m'aurait dit. Il me disait tout. Non, dit Clara doucement. Il ne l'a pas fait. Il voulait, mais il avait peur. Il disait que vous n'approuveriez pas. Il disait que vous essaieriez de nous séparer. Le visage de Véronica devint rouge de fureur. Comment osez-vous? Vous mentez. Vous êtes une sorte d'escroc qui a entendu parler de mon argent. Je ne mens pas, interrompit Clara. Sa voix était calme, mais des larmes coulaient à nouveau sur ses joues. Je travaillais au Tony's Dîner sur la 5e rue. Johnson venait tous les mardis pour un café. Nous avons commencé à parler. Puis nous sommes tombés amoureux. Je suis tombée enceinte, et il était heureux. Il voulait être père. Menteuse, cria Véronica. Si tout cela était vrai, il vous aurait présenté à moi. Il vous aurait amené chez nous. Il a essayé, dit Clara, la voix brisée. 3 fois, il a presque tout dit. Mais à chaque fois, il avait peur. Il disait que vous aviez des plans pour lui, des plans pour le marier à une femme riche d'une bonne famille. Il disait que vous n'accepteriez jamais une serveuse. Que vous ne m'accepteriez jamais. Véronica fixa la femme, son esprit s'emballant. Johnson avait agi bizarrement dans les mois précédant sa mort, s'échappant à des heures étranges, souriant à son téléphone, refusant de rencontrer les filles de ses partenaires d'affaires. C'était ça? Une petite amie secrète? Un enfant secret? Prouvez-le, dit Véronica à travers ses dents serrées. Prouvez que cet enfant est lié à mon fils, ou je vous ferai arrêter pour harcèlement. Clara fouilla dans sa poche et en sortit une petite photo froissée. Elle la tendit d'une main tremblante. Véronica la saisit. La photo montrait Johnson, son Johnson, souriant de ce grand sourire lumineux qu'elle n'avait pas vu depuis des années, avec son bras autour d'une version plus jeune et en meilleure santé de Clara. Ils étaient dans un parc quelconque. Clara tenait un petit bébé enveloppé dans une couverture jaune. Johnson embrassait le front du bébé. Au dos, de l'écriture de Johnson, il était écrit « Mes 2 filles. Tout mon monde. J'ai. » Les jambes de Véronica faiblirent. Elle recula en titubant. « Non, murmura-t-elle. Non, non, non. » Elle regarda à nouveau la petite fille. « Vraiment? Regardez cette fois. » Marie avait le nez de Johnson. Le menton de Johnson. Le sourire doux de Johnson. Et ses yeux bruns avec de petites taches dorées. Les yeux de Johnson. Le cœur de Véronica se fissura. 3 ans. 3 ans qu'elle était seule, pensant que l'héritage de son fils était mort avec lui. Mais voici son enfant, sa fille, sa petite fille, debout devant elle dans des baskets déchirées et une veste trouée. Vivant avec une serveuse sans abri. Quelque chose de sombre et froid se tordit dans la poitrine de Véronica. « Où vivez-vous » demanda-t-elle soudainement. Clara hésita. On bouge entre les refuges, principalement. Parfois, des amis nous laissent rester quelques jours. Des refuges, répéta Véronica, la voix montant. Vous élevez l'enfant de mon fils dans des refuges. Je fais de mon mieux, dit Clara sur la défensive. Je travaille à 3 emplois, mais le loyer est cher, et la garde d'enfants. C'est inacceptable, interrompit Véronica. Son esprit fonctionnait déjà, calculant, planifiant. Cet enfant est une aie. Elle a le droit? Elle a le droit de rester avec sa mère, dit Clara fermement, en tirant Marie plus près. Je sais qu'on n'a pas grand-chose, mais Marie est aimée. Elle est en sécurité. Elle vit dans la rue, cria Véronica. Elle mange dans des soupes populaires, porte des vêtements qui ne lui vont pas. C'est ça que vous appelez en sécurité? Le visage de Clara pâlit, mais sa mâchoire resta ferme. On se débrouille. Vous échouez, dit Véronica froidement. Et je ne permettrai pas que ma petite fille souffre à cause de votre pauvreté. C'est ma fille, dit Clara, la voix tremblante d'émotion. Johnson m'a choisi. Il m'aimait, et s'il était là, il voudrait qu'on reste ensemble. Véronica s'avança jusqu'à être à quelques centimètres du visage de Clara. Mais il n'est pas là, dit-elle doucement, dangereusement. Moi, je suis là, et j'ai le pouvoir de donner à cet enfant tout ce que vous ne pourriez jamais lui offrir. Éducation, stabilité, une vraie maison, un vrai avenir. Elle a déjà un avenir, murmura Clara, avec moi.
Véronica regarda la femme sans abri, ses vêtements usés, ses yeux désespérés, et quelque chose de cruel germa dans son cœur. Le sang de mon fils ne sera pas gâché avec des ordures comme vous. Nous verrons cela, dit Véronica doucement. Elle tourna les talons et s'éloigna, laissant les roses éparpillées sur le sol. Mais en atteignant sa voiture, elle sortit son téléphone et composa un numéro. Marcus, dit-elle quand quelqu'un répondit. J'ai besoin que vous enquêtiez sur quelqu'un. Elle s'appelle Clara Mitchell. Je veux tout savoir sur elle. Tout. Et je veux ça pour demain matin. Elle raccrocha et regarda en direction du cimetière. À travers les grilles de fer, elle voyait Clara et Marie s'éloigner main dans la main, disparaissant dans l'après-midi gris. Les yeux de Véronica se plissèrent. Cet enfant m'appartient maintenant, et j'obtiens toujours ce que je veux. Le lendemain matin, Véronica était assise dans son immense bureau au dernier étage de la tour, un bâtiment de verre au cœur de la ville qu'elle possédait. Son bureau, fait de bois sombre, était plus grand que la chambre de la plupart des gens. Derrière elle, des fenêtres du sol au plafond montraient la ville entière en contrebas, paraissant minuscule et lointaine. Véronica n'avait pas dormi de la nuit. Elle n'arrêtait pas de penser à cette petite fille, Marie, sa petite fille, la fille de Johnson. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait cette photo. Johnson souriant, embrassant la tête du bébé, paraissant plus heureux qu'elle ne l'avait jamais vu. Pourquoi ne lui avait-il rien dit? Pourquoi avait-il gardé un si grand secret? Parce que vous l'auriez détruit, murmura une petite voix dans son esprit. Parce que vous feriez exactement ce que vous êtes sur le point de faire maintenant. Véronica repoussa cette pensée. Un coup à la porte interrompit ses réflexions. Entrez, appela-t-elle. La porte s'ouvrit, et Marcus Chin entra. C'était l'enquêteur privé de Véronica, un homme mince d'une quarantaine d'années avec des yeux perçants et une mallette pleine de secrets. Pendant 15 ans, il avait travaillé pour Véronica, déterrant des informations sur des rivaux en affaires, des partenaires infidèles, et toute autre personne dont elle avait besoin de connaître les détails. Bonjour, madame, dit Marcus en s'asseyant en face d'elle. Il ouvrit sa mallette et en sortit un dossier épais. J'ai les informations que vous avez demandées. Dites-moi tout, dit Véronica en se penchant en avant. Marcus ouvrit le dossier. Clara Mitchell, 32 ans, née et élevée ici dans la ville. Elle a obtenu son diplôme de lycée, mais n'est jamais allée à l'université. Elle n'en avait pas les moyens. Depuis 8 ans, elle travaille comme serveuse dans divers dîners et restaurants. Continuez, dit Véronica. Elle a rencontré votre fils il y a environ 7 ans au Tony's Dîner, où elle travaillait le matin. Selon ses anciens collègues, Johnson venait régulièrement, et ils ont commencé à sortir ensemble environ 6 mois plus tard. La mâchoire de Véronica se serra. 7 ans. Il me l'a caché pendant 7 ans. L'enfant, Marie Mitchell, a 6 ans, poursuivit Marcus. Né le 15 mars, Johnson était indiqué comme le père sur l'acte de naissance, bien qu'il semble ne jamais l'avoir reconnu publiquement. Parce qu'il la cachait, murmura Véronica avec amertume. Marcus s'éclaircit la gorge. Après la mort de Johnson il y a 3 ans, la situation de Clara s'est rapidement détériorée. Elle a été expulsée de son appartement 8 mois plus tard lorsqu'elle n'a plus pu payer le loyer. Depuis, elle et l'enfant se déplacent entre des refuges pour sans-abri, séjournant occasionnellement chez des amis, et dormant dans sa voiture quand il n'y a pas d'autre option. Véronica sentit un étrange pincement au ventre. Elle le repoussa. « Et son casier judiciaire ?» demanda-t-elle. Marcus tourna une page. Vierge. Pas d'arrestation, pas d'accusation, pas même une amende pour stationnement. Elle n'a jamais eu d'ennui avec la loi. Et les drogues, l'alcool? Aucune preuve d'abus de substance. Ses anciens employeurs la décrivent comme travailleuse et fiable, bien qu'elle ait été licenciée de plusieurs emplois récemment pour avoir manqué des quarts de travail, probablement à cause de problèmes de garde d'enfants. Véronica tapota ses doigts sur le bureau, réfléchissant. Et l'enfant, Marie? Est-elle scolarisée? Elle était inscrite à l'école publique l'année dernière, mais a manqué beaucoup de temps en raison de leur instabilité de logement. Selon les dossiers scolaires, c'est une élève brillante, mais elle a du mal avec l'assiduité. Véronica se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Quelque part là-dessous, sa petite fille vivait dans un refuge, manquait l'école, portait des vêtements d'occasion.
La fille de Johnson, mon sang, vivant comme ça. Je veux un test ADN, dit Veronica soudainement. J'ai besoin d'une preuve légale que cet enfant est celui de Johnson. Marcus hocha la tête. J'y avais pensé. J'ai déjà organisé un centre de test. Cependant, vous aurez besoin de la coopération de Clara pour tester l'enfant. Alors je l'obtiendrai, dit Veronica froidement. D'une manière ou d'une autre. 3 jours plus tard, Veronica retourna au cimetière. Elle savait que Clara y serait. Marcus l'avait suivie, et il avait rapporté que Clara venait à la tombe de Johnson tous les jeudis après-midi, lorsque Marie était à un programme parascolaire gratuit au centre communautaire. Comme prévu, quand Veronica arriva, elle vit Clara agenouillée près de la tombe, arrangeant un petit bouquet de fleurs sauvages qu'elle avait dû cueillir quelque part. Veronica s'approcha discrètement, son ombre tombant sur Clara. Clara leva les yeux, surprise. Quand elle vit qui c'était, la peur traversa son visage. « Madame est, dit Clara, se levant rapidement. Je m'en vais. Ne partez pas, dit Veronica. Sa voix était plus douce qu'avant, plus contrôlée. Je veux vous parler. Clara croisa les bras, l'air nerveuse. À propos de quoi? À propos de Marie, dit Veronica. À propos de ma petite fille. Les yeux de Clara se plissèrent légèrement. Qu'en est-il d'elle? Veronica prit une inspiration. Elle avait répété cette conversation dans sa tête une douzaine de fois. J'ai réfléchi à ce que vous avez dit, commença Veronica, à propos de Johnson, de votre relation avec lui. Et je crois que vous pourriez dire la vérité. Clara cligna des yeux, surprise. Vraiment? Je vous ai fait enquêter, admit Veronica. J'ai trouvé des preuves qui soutiennent votre histoire. La chronologie correspond. Et l'enfant, elle lui ressemble. Les épaules de Clara se détendirent légèrement. Donc, vous me croyez maintenant? Je suis prête à l'envisager, dit Veronica prudemment. Mais j'ai besoin de preuves. Des preuves légales. J'ai besoin d'un test ADN pour confirmer que Marie est la fille biologique de Johnson. Le visage de Clara se durcit. Quoi? Pour que vous puissiez me l'apprendre. Non, mentit Veronica avec aisance. Pour que je puisse vous aider, vous deux. Clara la fixa, méfiante. Nous aider comment? Veronica fit un geste autour d'elle. Regardez votre situation, Clara. Vous êtes sans abri. Vous travaillez à plusieurs emplois juste pour nourrir votre fille. Elle manque l'école. Elle n'a ni stabilité ni sécurité. Ne voulez-vous pas mieux pour elle? Bien sûr que si, dit Clara, la voix montant. Je veux tout pour elle, mais je fais de mon mieux avec ce que j'ai. Je sais, dit Veronica, sa voix douce mais fausse. Et je respecte cela. Vous êtes une battante. Mais Marie est aussi une. Elle a droit à l'héritage de son père, à son héritage, à la vie que Johnson aurait voulu pour elle. Clara secoua la tête. Johnson voulait qu'elle ait de l'amour. C'est ce qui lui importait, pas l'argent. Elle peut avoir les deux, dit Veronica. Laissez-moi vous aider. Laissez-moi créer un fonds fiduciaire pour l'éducation de Marie. Laissez-moi vous trouver un logement convenable. Laissez-moi vous donner le soutien dont vous avez besoin pour prendre soin d'elle correctement. Clara sembla incertaine, tiraillée entre l'espoir et la méfiance. Tout ce que je demande, poursuivit Veronica, c'est un simple test ADN. Une fois que nous aurons la confirmation légale que Marie est la fille de Johnson, je pourrai commencer à préparer son avenir. N'est-ce pas ce que vous voulez? Quelle est des opportunités? Clara se mordit la lèvre, réfléchissant intensément. Juste un test, demanda-t-elle doucement. Juste un test, confirma Veronica. Rien de plus. Vous avez ma parole. C'était un mensonge. Bien sûr, Veronica n'avait aucune intention de simplement aider. Elle avait des plans, de grands plans, que Clara ne pouvait même pas imaginer. Mais Clara, épuisée, désespérée et voulant tellement croire que quelqu'un les aiderait enfin, fit une erreur. Elle dit oui. Une semaine plus tard, les résultats du test ADN arrivèrent. Veronica était assise dans son bureau, tenant le document officiel du laboratoire de test. Ses mains tremblaient légèrement en lisant la conclusion. Probabilité de paternité, 99,9%. Johnson est le père biologique de Marie Mitchell. Veronica posa le papier et ferma les yeux.
C'était vrai. L'enfant de la femme sans abri était sa petite fille, la fille de Johnson. Le dernier morceau de son fils qui existait encore dans ce monde. Pendant un instant, juste un bref instant, Véronica ressentit quelque chose de doux dans sa poitrine. Quelque chose qui aurait pu être de l'amour, de la joie ou de l'espoir. Mais ensuite, elle pensa à Clara. Cette femme, cette serveuse pauvre et sans éducation qui avait volé le cœur de Johnson, qui l'avait éloigné de sa vraie vie, de son vrai avenir, de sa vraie famille, qui élevait maintenant un enfant et dans la pauvreté. Le sentiment doux se durcit en quelque chose de froid et tranchant. Ma petite fille ne grandira pas dans des refuges. Elle ne portera pas des vêtements donnés. Elle ne mangera pas dans des banques alimentaires. Elle sera élevée correctement, avec discipline, éducation, et tout ce que l'argent peut acheter. Mais pas par elle. Véronica prit son téléphone et appela son avocat. « Richard, dit-elle quand il répondit. Je veux que vous prépariez des documents pour la garde. Je vais prendre la garde de ma petite fille. » Il y eut une pause à l'autre bout. « Sur quel motif, madame est ?» Véronica sourit, mais ce n'était pas un sourire gentil. Sur le motif que la mère est inapte, sans abri, instable, incapable de fournir les besoins de base. Cela pourrait être difficile à prouver devant un tribunal, prévint Richard. À moins qu'il n'y ait des preuves de négligence ou de maltraitance. Alors trouvez des preuves, dit Véronica sèchement. Ou fabriquez-les. Peu m'importe comment vous le faites. Cet enfant m'appartient, et je ne laisserai pas une mendiante se mettre en travers de mon chemin. Une autre pause. Madame est, je dois vous avertir que ce que vous suggérez pourrait être. Je ne vous demande pas de conseils, Richard, interrompit Véronica. Je vous donne des instructions. Déposez les documents pour la garde. Nous partons en guerre. Elle raccrocha. Dehors, par la fenêtre, le soleil se couchait, peignant le ciel en nuances d'orange et de rouge. Véronica regarda une dernière fois le rapport ADN. Le nom de Marie était imprimé en encre noire. La fille de Johnson, mon sang, ma famille. Et Véronica obtenait toujours ce qu'elle voulait, peu importe ce que cela coûtait, peu importe qui était blessé. 2 semaines passèrent. Clara remarqua que les choses devenaient étranges. D'abord, il y avait cette assistante sociale qui s'était présentée au refuge où elle et Marie séjournaient. La femme posait beaucoup de questions. Trop de questions sur où Marie dormait, ce qu'elle mangeait, à quelle fréquence elle manquait l'école, si Clara la laissait parfois seule. Clara répondit honnêtement, car elle n'avait rien à cacher. Elle aimait sa fille. Elle prenait soin d'elle du mieux qu'elle pouvait. Mais l'assistante sociale notait tout dans un petit carnet, et son visage restait froid et impassible tout le temps. Puis il y eut le gérant du dîner où Clara travaillait. Il l'appela dans son bureau et lui dit qu'il y avait eu des plaintes sur son travail. Qu'un client avait dit qu'elle était grossière. Que de l'argent avait disparu de la caisse pendant ses quarts. Clara fut choquée. Elle n'avait jamais été grossière avec qui que ce soit et n'aurait jamais volé, pas même un centime. Mais le gérant ne la crut pas. Il dit qu'il devait la licencier. Clara quitta le dîner en larmes, son dernier salaire en poche, de l'argent qui ne durerait que quelques jours. Quelque chose n'allait pas, vraiment pas. Elle avait l'impression que quelqu'un l'observait, la suivait, essayait de détruire sa vie morceau par morceau. Et puis, un mardi après-midi pluvieux, elle découvrit qui. Clara ramenait Marie à la maison depuis l'école, ou plutôt au refuge, lorsqu'une voiture de police s'arrêta à côté d'elle. 2 officiers en sortirent. Marie saisit la main de sa mère, effrayée. « Clara Mitchell », demanda l'un des officiers. Le cœur de Clara se mit à battre la chamade. « Oui, qu'y a-t-il ? » « Vous devez venir avec nous, madame, dit l'officier. Vous êtes en état d'arrestation. » Le monde s'arrêta de tourner. « Quoi ? » halta Clara. « Arrêtez pourquoi ? Je n'ai rien fait. »« Vous êtes accusé de vol, » dit le second officier en sortant des menottes. 500 $ ont été volés au dîner où vous travaillez. Le gérant a porté plainte. Non, cria Clara. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais rien volé. C'est une erreur. Mais les officiers ne l'écoutaient pas. Ils la firent pivoter et lui passèrent les menottes froides sur les poignets. Marie se mit à crier. Ne prenez pas ma maman, s'il vous plaît. Elle n'a rien fait de mal. Clara baissa les yeux vers sa fille, les larmes coulant sur son visage. Marie,
Bébé, écoute-moi. C'est une erreur, d'accord? Maman va arranger ça. Je te promets que je reviendrai bientôt. Madame, nous devons contacter les services de protection de l'enfance, dit un officier. L'enfant ne peut pas rester seul. Non, Clara se débattit contre les menottes. S'il vous plaît, elle n'a nulle part où aller. Je suis tout ce qu'elle a. Une assistante sociale est déjà en route, dit l'officier. Marie pleurait maintenant, s'accrochant à la jambe de sa mère. Maman, ne me laisse pas. S'il vous plaît. Le cœur de Clara se brisait en 1 million de morceaux. Je t'aime, bébé. Souviens-toi de ça. Je t'aime tellement. Je reviendrai pour toi. Je te le promets. Les officiers tirèrent Clara vers la voiture de police. Marie essaya de suivre, mais l'un des officiers la retint doucement. Alors qu'il s'éloignait, Clara regarda par la vitre arrière et vit sa fille debout sur le trottoir sous la pluie, pleurant et tendant les bras vers elle. Ce fut la dernière fois que Clara vit Marie pendant 20 ans. Le procès fut rapide, trop rapide. Clara comprenait à peine ce qui se passait. On lui attribua un défenseur public, un jeune avocat fatigué qui semblait débordé et distrait. Il lui dit que les preuves contre elle étaient solides. Le gérant du dîner témoigna que Clara travaillait seule lorsque l'argent avait disparu. Les images de sécurité la montraient près de la caisse, et, chose impossible, les 500 $ volés furent retrouvés dans son sac lors d'une fouille de ses affaires au refuge. Clara répétait qu'elle était innocente, que quelqu'un avait dû placer l'argent, que tout cela était un coup monté. Mais qui croirait une femme sans abri plutôt qu'un propriétaire d'entreprise respecté? Le jury, certainement pas. Ils la déclarèrent coupable de vol. Le juge, regardant Clara avec déception, dit que bien que le crime lui-même ne soit pas grave, les circonstances de Clara, son sans-abrisme, son instabilité, son incapacité à subvenir aux besoins de son enfant, montraient un schéma de mauvais jugement. Il la condamna à 20 ans de prison. Clara cria. Elle supplia. Elle pleura qu'elle avait une fille qui avait besoin d'elle. Mais la décision du juge était définitive. Alors que les gardes l'emmenaient, Clara vit quelqu'un assis au fond de la salle d'audience. Véronica est. La vieille femme était assise parfaitement immobile, portant un costume noir coûteux. Son visage ne montrait aucune émotion. Mais ses yeux étaient froids et satisfaits. Et à cet instant, Clara comprit tout. Ce n'était pas à propos du vol. C'était à propos de Marie. Véronica l'avait piégée, avait détruit sa vie, avait volé sa fille. Monstre, cria Clara, luttant contre les gardes. C'est vous qui avez fait ça. Vous m'avez tout pris. Véronica se leva calmement et se dirigea vers la sortie. Mais juste avant de partir, elle se tourna et regarda Clara une dernière fois. Leurs yeux se rencontrèrent, et Véronica sourit, un petit sourire cruel qui disait « J'ai gagné. Et vous avez tout perdu. » Puis elle disparut. Clara s'effondra, sanglotant alors que les gardes l'entraînaient pour commencer sa peine. 20 ans. 20 ans volés. 20 ans sans sa fille. Tout cela parce qu'une milliardaire voulait ce que Clara avait et avait le pouvoir de le prendre. Ce même soir, Véronica rentra dans son manoir. Dans l'une des chambres d'amis à l'étage, Marie était assise sur un immense lit, paraissant minuscule et perdue. Elle portait de nouveaux vêtements, des vêtements coûteux que Véronica lui avait achetés. Ses cheveux avaient été lavés et brossés. Elle semblait propre et soignée, mais ses yeux étaient rouges de pleurs. « Où est ma maman ?» demanda Marie pour la 100e fois. Sa voix était petite et brisée. Véronica s'assit sur une chaise en face d'elle. Elle avait répété ce qu'elle allait dire. « Marie, dit Véronica doucement. Ta mère est malade. Elle est partie dans un endroit où des médecins peuvent l'aider à aller mieux. » C'était un mensonge. Mais Marie n'avait que 6 ans. Elle ne comprendrait pas la vérité. « Quand va-t-elle revenir ?» demanda Marie. « Je ne sais pas, ma chérie, dit Véronica. Ça pourrait être très long. Mais ne t'inquiète pas. Tu vas rester ici avec moi. Je suis ta grand-mère. Ton père était mon fils. Ça veut dire que tu fais partie de la famille. Et je vais prendre soin de toi. » Marie se remit à pleurer. « Je veux ma maman. »« Je sais, dit Véronica. Mais ta mère ne peut pas s'occuper de toi en ce moment. Elle a fait de mauvais choix. Elle n'était pas capable de te donner ce dont tu as besoin. » Elle m'aime, sanglota Marie. « L'amour ne suffit pas,
dit Véronica fermement. Tu as besoin de nourriture, de vêtements, d'une maison, d'une école, d'un avenir. Ta mère ne pouvait pas te donner ces choses, mais moi je peux. Marie enfouit son visage dans l'oreiller, son petit corps secoué par les sanglots. Véronica l'observa un moment, ressentant à nouveau ce pincement étrange dans sa poitrine, quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité, mais elle le repoussa. C'est pour le mieux, se dit-elle. L'enfant oubliera sa mère avec le temps. Elle grandira ici dans le luxe avec des opportunités que Clara n'aurait jamais pu lui offrir. Elle me remerciera un jour. Véronica se leva et se dirigea vers la porte. Demain, nous irons faire du shopping, dit-elle. Je t'achèterai des jouets, des livres, tout ce que tu veux. Tu verras, Marie. La vie sera bien meilleure maintenant. Elle ferma la porte derrière elle, laissant Marie seule dans la grande pièce froide. Dans le couloir, Véronica sortit son téléphone et appela son avocat. Richard, c'est fait, dit-elle. Les documents de garde ont été approuvés cet après-midi. Marie m'appartient légalement maintenant. Félicitations, madame dit Richard. Véronica regarda la porte fermée, entendant les pleurs étouffés de Marie à travers le bois. Oui, dit-elle doucement. Félicitations. Mais en marchant dans le long couloir vers sa propre chambre, Véronica ne se sentait pas victorieuse. Elle se sentait vide, comme elle l'avait été ces 3 dernières années depuis la mort de Johnson. Seulement maintenant, au lieu d'un fantôme qui la hantait, elle en avait 2. Son fils mort et la femme dont elle avait détruit la vie. Mais Véronica ne croyait pas au regret, elle croyait en la victoire, et elle avait gagné. Les années passèrent en prison. Le monde de Clara devint petit. Un lit étroit, des murs gris, une petite fenêtre près du plafond. Chaque matin commençait de la même manière. Réveil, travail à la buanderie, manger de la nourriture fade, retourner dans sa cellule, dormir. Mais chaque jour, Clara pensait à Marie. Est-elle effrayée? Pleure-t-elle pour moi la nuit? C'est elle que je ne l'ai pas abandonnée. Clara essayait de rester forte. Elle pliait des vêtements et des draps pendant des heures, ses mains travaillant automatiquement pendant que son esprit vagabondait loin. Retour au sourire de sa fille, sa petite voix, la façon dont elle se blottissait dans ses bras la nuit. Le soir, Clara s'asseyait sur son lit et parlait à Marie comme si elle était là. « Je suis toujours là, bébé », murmurait-elle. « Maman ne t'a pas oublié. Je ne t'oublierai jamais. » 20 ans semblaient une éternité. Mais Clara s'accrochait à l'espoir comme si c'était la seule chose qui la maintenait en vie. Elle écrivait des lettres. Tellement de lettres. Elle écrivait à quel point elle aimait Marie, qu'elle était innocente, qu'elle reviendrait un jour. Elle suppliait quiconque lisait les lettres de faire savoir à Marie que sa mère pensait à elle. Les lettres étaient adressées au manoir de Véronica, mais elles n'atteignaient jamais Marie. Véronica brûlait chacune d'entre elles. Au manoir, Marie changeait. La première année fut la plus difficile. Marie pleurait tous les soirs, réclamant sa maman. Elle refusait de manger. Elle faisait des cauchemars. Elle se réveillait en criant, pensant être de retour au refuge. Mais Véronica ne renonça pas. Elle restait avec Marie pendant les cauchemars. Elle s'assurait que Marie ait des repas chauds. Elle l'inscrivit dans une école privée avec les meilleurs professeurs. Elle lui acheta des livres, des jouets, de jolies robes. Et surtout, Véronica était toujours là. Pas chaleureuse, pas affectueuse, mais présente, constante. Avec le temps, quelque chose changea. Marie cessa de demander après sa mère. Les cauchemars devinrent moins fréquents. Elle commença à bien réussir à l'école. Elle apprit le piano. Elle se fit quelques amis soigneusement choisis parmi d'autres familles riches. À l'âge de 12 ans, la petite fille qui pleurait pour sa maman avait disparu. À sa place, il y avait quelqu'un de nouveau, quelqu'un de poli, éloquent, contrôlé. Quelqu'un qui semblait appartenir au manoir. Véronica observait cela avec satisfaction. Vous voyez, j'avais raison. L'enfant avait besoin de structure, de discipline, d'une vie convenable. Mais il y avait quelque chose que Véronica ne voyait pas. Marie ne souriait plus vraiment. Elle était performante, oui. Obéissante, oui. Mais il y avait maintenant une froideur en elle, un mur qu'elle avait construit autour de son cœur pour survivre à la douleur de perdre sa mère. Marie apprit à ne pas aimer trop profondément,
à ne pas faire confiance trop facilement, à ne dépendre de personne. Elle devint exactement comme Véronica. Les années passèrent. Marie termina première de sa classe au lycée. Elle alla dans une université prestigieuse et étudia la gestion d'entreprise. Elle était brillante, concentrée, ambitieuse. Les gens la respectaient. Certains la craignaient un peu. Maintenant, elle dirigeait sa propre entreprise, et Marketing Solutions, une firme qui aidait les entreprises à promouvoir leurs produits. Elle avait un appartement moderne avec des fenêtres du sol au plafond. Elle portait des vêtements de créateur. Elle conduisait une voiture argentée qui ronronnait comme un chat. Sa vie semblait parfaite, mais Marie ne ressentait rien. Elle allait au travail, assistait à des réunions, dînait avec des collègues, rendait visite à Véronica les week-ends, mais à l'intérieur, il n'y avait que du vide. Parfois, tard dans la nuit, Marie se tenait près de sa fenêtre, regardant les lumières de la ville, et avait l'impression qu'elle était censée être ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Comme si une partie d'elle manquait, mais elle ne savait pas quoi. Ou peut-être l'avait-elle oublié. 20 ans après le procès, Clara sortit de prison. Elle avait maintenant 46 ans. Ses cheveux avaient des mèches grises. Son visage portait de nouvelles rides. Son corps était plus mince, plus dur, mais ses yeux brûlaient toujours du même amour féroce. La prison lui donna $40 et un ticket de bus. Clara se tenait devant les portes, respirant l'air libre pour la première fois en 2 décennies, et murmura un mot, Marie. Elle n'avait aucune idée d'où était sa fille. Aucune idée si Marie se souvenait d'elle. Mais Clara savait une chose. Elle allait la retrouver. Elle prit le bus pour la ville et commença à chercher du travail. N'importe quel travail. Personne ne voulait embaucher une ancienne détenue. Les portes se fermaient les unes après les autres. Finalement, une entreprise de nettoyage accepta de lui donner une chance. Le salaire était misérable, juste assez pour louer une petite chambre dans un immeuble délabré. Mais Clara s'en fichait. Elle était libre, et elle allait reconstruire sa vie, pas à pas. L'entreprise de nettoyage envoya Clara dans différents immeubles de bureaux à travers la ville. Elle lavait les sols, vidait les poubelles, nettoyait les toilettes. C'était un travail dur. Ses genoux lui faisaient mal. Son dos souffrait. Mais Clara ne se plaignait pas. Elle était juste reconnaissante d'être vivante, d'être sortie, d'avoir une chance. Un matin, Clara fut assignée à un grand bâtiment de verre au centre-ville, le siège d'une grande entreprise. Elle arriva tôt, enfila son uniforme et commença ses tournées. Le hall était immense et brillant, avec des sols en marbre et des œuvres d'art coûteuses au mur. Des hommes et femmes d'affaires en costume passaient devant elle sans même un regard. Clara s'en moquait. Elle était habituée à être invisible. Elle poussa son chariot de nettoyage vers les ascenseurs et commença à essuyer les miroirs. Quelques minutes plus tard, une jeune femme entra dans le hall. Elle avait la mi-vingtaine, portait un costume gris élégant et tenait une mallette en cuir. Ses cheveux étaient soigneusement tirés en arrière. Elle marchait avec assurance, ses talons claquant contre le sol en marbre. Clara leva les yeux par hasard alors que la femme passait. Pendant un instant, Clara ressentit quelque chose d'étrange, une chaleur dans sa poitrine, comme une douce traction qu'elle ne pouvait expliquer. Elle observa la jeune femme appuyée sur le bouton de l'ascenseur, ressentant toujours cette sensation étrange. Pourquoi ai-je l'impression de la connaître? Mais cela n'avait aucun sens. Clara était en prison depuis 20 ans. Elle ne connaissait plus personne en ville. La jeune femme se tourna légèrement, attendant l'ascenseur, et surprit Clara en train de la regarder. Leurs yeux se rencontrèrent, et quelque chose se passa. L'expression confiante de la jeune femme s'adoucit un instant. Elle inclina légèrement la tête, comme si elle essayait de se souvenir de quelque chose. Clara sentit son cœur battre plus vite. Cette étrange chaleur dans sa poitrine s'intensifia. La jeune femme sourit, un sourire hésitant, et dit « Bonjour ». « Bonjour », murmura Clara en retour. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. La jeune femme entra, mais avant que les portes ne se ferment, elle regarda Clara une dernière fois, avec la même expression perplexe. Puis elle disparut. Clara resta là, sa main tenant toujours le chiffon de nettoyage, se sentant secouée. Que était-ce? Elle ne comprenait pas. Mais quelque chose chez cette femme semblait familier, important, comme voir quelqu'un dans un rêve qu'elle ne pouvait pas tout à fait se rappeler. À l'étage, dans son bureau,
Marie était assise à son bureau, regardant son écran d'ordinateur, mais elle ne le voyait pas. Elle pensait à la femme de ménage dans le hall. Pourquoi ai-je ressenti cela? Marie avait ressenti quelque chose lorsque leurs yeux s'étaient croisés. Une soudaine chaleur, un sentiment de réconfort qu'elle ne pouvait expliquer, comme rentrer chez soi après un long voyage. Mais elle n'avait jamais vu cette femme auparavant dans sa vie. Je suis juste fatiguée, se dit Marie. J'ai trop travaillé. Elle se força à se concentrer sur ses emails. Mais toute la matinée, elle ne pouvait se débarrasser de ce sentiment. Et à l'heure du déjeuner, Marie se retrouva à descendre dans le hall, se disant qu'elle avait juste besoin d'air frais. Clara était là, essuyant les portes vitrées. Marie ralentit ses pas, l'observant. La femme travaillait tranquillement, soigneusement. Il y avait quelque chose de doux dans ses mouvements, quelque chose de gentil dans son visage. Clara leva les yeux et vit Marie à nouveau. Cette sensation, comme une électricité dans l'air entre elles. « Salut encore », dit Marie, se surprenant elle-même. Clara se redressa, l'air nerveuse. « Bonjour, madame. Vous êtes nouvelle ici, n'est-ce pas ?» demanda Marie en s'approchant. « Oui, madame. C'est ma première semaine », dit Clara doucement. Marie hocha la tête. Il y eut une pause. Aucune des deux ne bougea. « Je m'appelle Marie », dit-elle enfin. Clara retint son souffle. Ses mains se crispèrent autour du chiffon de nettoyage. « Clara », parvint-elle à dire. « Je m'appelle Clara. » Elles se tenaient là, se regardant, toutes deux ressentant cette étrange attraction puissante. « Enchantée de vous rencontrer, Clara, » dit Marie, et elle le pensait. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle se sentait plus calme juste en étant près de cette femme. « Enchantée aussi, » murmura Clara, les larmes menaçant de remplir ses yeux. Marie remarqua l'émotion sur le visage de Clara. « Est-ce que ça va ?»« Oui », dit Clara rapidement, essuyant ses yeux. « Désolée, c'est juste. Vous me rappelez quelqu'un. Quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. » Marie ressentit une étrange douleur dans sa poitrine. « Vous me rappelez quelqu'un aussi, mais je ne sais pas qui. » Elles restèrent silencieuses un moment. Puis le téléphone de Marie vibra. Un rappel de réunion. « Je dois y aller, » dit Marie, semblant presque déçue. « Mais je vous reverrai, Clara. »« Oui, » dit Clara, la voix légèrement brisée. « Je serai là. » Marie marcha vers les ascenseurs, mais elle se retourna 2 fois. Clara la regarda partir, les larmes coulant sur son visage maintenant. Elle ne savait pas pourquoi, mais être près de Marie semblait juste. Cela semblait être la pièce manquante qu'elle cherchait. Au cours des semaines suivantes, quelque chose de beau et d'étrange commença à se produire. Marie descendait plus souvent dans le hall. Au début, elle se disait que c'était juste pour des pauses café ou de l'air frais. Mais en réalité, elle cherchait Clara. Et Clara commença à organiser son emploi du temps de nettoyage pour être dans le hall quand Marie arrivait le matin. Elles commencèrent à avoir de petites conversations. « Comment était votre week-end » demandait Marie. « Calme », disait Clara, souriant doucement. « Et le vôtre » ? « Chargé. Toujours chargé. » Les conversations étaient simples, mais elles semblaient significatives. Marie se retrouva à raconter à Clara des choses qu'elle ne disait à personne, sur son sentiment de vide malgré son succès, sur le fait de ne pas se souvenir de beaucoup de son enfance, sur la solitude étrange qui la suivait partout. Et Clara écoutait, vraiment écoutait. Parfois, Marie apportait un café à Clara. Parfois, Clara laissait de petits mots encourageants sur le bureau de Marie quand elle nettoyait son bureau. Les gens de l'entreprise commencèrent à le remarquer. « Pourquoi êtes-vous si amicale avec la femme de ménage ?» demanda un collègue de Marie. Marie ne savait pas comment l'expliquer. « Je ne sais pas », dit-elle honnêtement. « Je me sens juste mieux quand je lui parle, comme si elle me comprenait. » Ce que Marie ne disait pas, c'était ceci. Être près de Clara la faisait se sentir en sécurité d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis qu'elle était petite fille. Et Clara vivait dans un paradis doux amer. Chaque jour, elle pouvait voir Marie, lui parler, la voir sourire. Mais Marie ne savait pas qui elle était. Et Clara ne savait pas non plus qu'elle était sa fille. 3 mois passèrent. L'amitié entre Marie et Clara s'approfondit. Clara apprit que Marie aimait le thé au citron mais détestait le café trop sucré, qu'elle travaillait tard la plupart des soirs, qu'elle rendait visite à sa grand-mère tous les 2 week-ends mais n'en semblait jamais heureuse.
Marie apprit que Clara vivait seule dans un petit appartement, qu'elle avait traversé des moments difficiles mais ne se plaignait jamais, qu'elle avait une manière de calmer Marie juste en étant près d'elle. Mais aucune des deux femmes ne connaissait le vrai lien qui les unissait. Clara ne réalisait toujours pas que la femme d'affaires à succès pour qui elle nettoyait était sa fille. 20 ans s'étaient écoulés. Marie avait 6 ans quand elles avaient été séparées. Maintenant, elle avait 26 ans, une personne complètement différente. Et Marie n'avait aucun souvenir de sa mère. Les années avec Véronica avaient effacé presque toute sa petite enfance. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'être ensemble semblait juste. Un après-midi, Marie passait une journée terrible. Un gros projet avait échoué. Elle se sentait épuisée et vaincue. Elle descendit dans le hall, espérant trouver Clara. Clara était là, nettoyant les fenêtres. « Mauvaise journée ?» demanda Clara doucement, voyant le visage de Marie. Marie hocha la tête, sentant les larmes menacées de couler. « Tout a mal tourné. Je ne sais même plus pourquoi je continue d'essayer. » Clara posa ses produits de nettoyage et s'assit sur un banc dans le hall. Elle tapota la place à côté d'elle. Marie s'assit, et sans réfléchir, posa sa tête sur l'épaule de Clara. Clara se figea un instant, puis passa lentement son bras autour de Marie. Elles restèrent ainsi longtemps, sans parler. Marie sentit quelque chose s'ouvrir en elle. Une digue de solitude qu'elle retenait depuis des années. « Je me sens si seule », murmura Marie. « J'ai tout ce que je suis censée vouloir, mais je me sens vide tout le temps. Comme s'il me manquait quelque chose d'important depuis longtemps, mais je ne me souviens pas de quoi. » Les yeux de Clara se remplirent de larmes. Elle serra Marie plus fort. « Tu n'es pas seule », dit Clara doucement. « Plus maintenant. » Marie ferma les yeux. « Pourquoi est-ce que je me sens si en sécurité avec toi? Je te connais à peine, mais quand je suis avec toi, j'ai l'impression, je ne sais pas, d'être à la maison. » Le cœur de Clara se brisait et guérissait en même temps. « Peut-être que certaines personnes sont simplement destinées à se trouver, » dit Clara doucement. Elles restèrent assises ensemble jusqu'à ce que Marie se sente assez forte pour remonter. Un soir, Marie travaillait tard dans son bureau. La plupart des gens étaient rentrés chez eux. Le bâtiment était silencieux. Clara entra pour vider la poubelle et nettoyer. « Tu es encore là ?» demanda Clara, surprise. Marie leva les yeux de son ordinateur, frottant ses yeux fatigués. « Grosse présentation demain. Je dois finir ça. » Clara remarqua que Marie n'avait pas mangé. Il n'y avait pas de nourriture sur son bureau, juste des tasses de café vides. « As-tu dîné ?» demanda Clara. Marie secoua la tête. « Je mangerai en rentrant. » Clara fronça les sourcils. « Attends ici. » Elle partit et revint 15 minutes plus tard avec un sandwich et une bouteille d'eau de la cafétéria en bas. « Mange, » dit Clara, posant la nourriture sur le bureau de Marie. « Tu ne peux pas travailler si tu ne prends pas soin de toi. » Marie regarda le sandwich, puis Clara, et soudain sentit une émotion monter dans sa gorge. Personne ne s'était jamais occupé d'elle comme ça. Véronica lui avait donné de l'argent, une éducation, des opportunités, mais jamais ce genre de soins simples et chaleureux. « Merci, » dit Marie, la voix tremblante. Clara sourit. « Tu me rappelles quelqu'un que je connaissais. Quelqu'un qui oubliait de manger quand elle était trop inquiète. »« Qui ?» demanda Marie. Le sourire de Clara devint triste. « Quelqu'un que j'aimais beaucoup. Quelqu'un que j'ai perdu. » Marie voulut poser plus de questions, mais quelque chose dans l'expression de Clara l'arrêta. Au lieu de cela, elle prit une bouchée du sandwich. Clara resta et parla avec elle pendant qu'elle mangeait, lui posant des questions sur la présentation, l'encourageant, et la faisant rire avec une histoire amusante sur un oiseau qui était entré dans le hall ce matin-là. Quand Clara partit, Marie se sentit plus forte et plus confuse que jamais quant à pourquoi cette femme comptait tant pour elle. Un jeudi soir, Véronica décida de rendre visite au bureau de Marie. Elle voulait vérifier une affaire commerciale sur laquelle Marie travaillait. Elle n'appela pas à l'avance. Elle ne le faisait jamais. Elle estimait avoir le droit de se présenter quand elle voulait. Véronica prit l'ascenseur jusqu'au 15e étage. Elle marcha dans le couloir vers le bureau de Marie et s'arrêta. À travers la paroi vitrée du bureau de Marie, elle pouvait voir Marie assise à son bureau, riant et parlant avec quelqu'un. Une femme de ménage. Une femme de ménage aux cheveux gris et aux yeux fatigués.
Une femme de ménage que Véronica reconnut instantanément, même après 20 ans. Clara. Le sang de Véronica se glaça. C'est impossible. Elle était censée rester en prison. Elle était censée disparaître. Mais elle était là, vivante, libre, assise avec Marie, parlant à Marie. Les mains de Véronica se crispèrent en poing. Elle fit demi-tour et marcha rapidement vers l'ascenseur, son esprit s'emballant. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Marie sait-elle qui elle est? Clara lui a-t-elle dit la vérité? Véronica sortit son téléphone et appela Marie. À l'intérieur du bureau, le téléphone de Marie sonna. « Désolée, dit Marie à Clara. Je dois prendre cet appel. » Elle répondit. « Bonjour, grand-mère. » Marie, dit Véronica, la voix tendue et contrôlée. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. » « Quoi donc? » « Il y a une femme de ménage qui travaille dans ton bâtiment. Elle s'appelle Clara Mitchell. Je veux que tu la licencies. » Marie fronça les sourcils. « La licencier? Pourquoi? » « Parce que je te le dis, » lança Véronica. « Elle n'est pas apte à travailler dans ton entreprise. » Débarrasse-t'en. Immédiatement. Marie sentit la colère monter dans sa poitrine. Quelque chose de rare pour elle. Non. Silence. Que as-tu dit? Demanda Véronica dangereusement. J'ai dit non, répéta Marie, la voix plus forte maintenant. Clara est une bonne personne. Elle travaille dur. Je ne vais pas la licencier juste parce que tu me le dis. Marie, au revoir, grand-mère, dit Marie et raccrocha. Clara observa Marie avec de grands yeux. C'était à propos de moi? Marie posa son téléphone. Oui, mais ne t'inquiète pas. Tu ne vas nulle part. Clara sentit les larmes monter à ses yeux. Merci. Mais les deux femmes sentirent un frisson leur parcourir le dos, car elles savaient toutes deux que Véronica ne perdait pas. Et elles ne laisseraient pas cela passer. Véronica ne dormit pas cette nuit-là. Elle était assise dans son bureau, un verre de vin à la main, fixant la cheminée. Comment Marie ose-t-elle me défier? Comment ose-t-elle choisir cette femme plutôt que moi? Pendant 20 ans, Véronica avait tout contrôlé. Elle avait élevé Marie, l'avait nourrie, habillée, payée pour son éducation, en avait fait la femme à succès qu'elle était aujourd'hui. Et maintenant Marie rejetait tout cela pour une femme de ménage. La mâchoire de Véronica se serra. C'est la faute de Clara. Elle empoisonne Marie contre moi. Elle essaie de la reprendre. Véronica savait qu'elle devait agir rapidement. Avant que Clara ne puisse dire la vérité à Marie, avant que tout ce que Véronica avait construit ne s'effondre, elle prit une décision. Demain, elle irait au bâtiment de Marie. Elle confronterait Clara elle-même, et elle s'assurerait que Clara comprenne que certaines batailles ne peuvent pas être gagnées. Le lendemain soir, Véronica arriva à la tour de verre alors que le soleil se couchait. Elle prit l'ascenseur jusqu'au parking souterrain du bâtiment. Elle savait que le quart de Clara se terminait à 21h, et que le personnel de nettoyage sortait toujours par l'entrée du garage. Véronica attendit dans l'ombre près de la sortie, son manteau coûteux enroulé autour d'elle, ses yeux froids et concentrés. À 21h15 précise, Clara poussa la porte, fatiguée après une longue nuit de travail. Elle enfilait sa vieille veste, prête à marcher jusqu'à l'arrêt de bus. « Bonjour, Clara », dit Véronica en sortant de l'ombre. Clara sursauta, surprise. Quand elle vit qui c'était, son visage pâlit. « Vous » murmura Clara. « Oui, moi. » Véronica s'approcha. « Nous devons parler. » Les mains de Clara se serrèrent en poing. « Je n'ai rien à vous dire. Vous avez détruit ma vie. Vous avez volé ma fille. Vous m'avez envoyé en prison pour un crime que je n'ai pas commis. Et je le ferai encore, » dit Véronica froidement. Cet enfant avait besoin d'une vraie maison, d'un vrai avenir, pas d'un refuge pour sans-abri et d'une mère qui ne pouvait pas subvenir à ses besoins. « Je l'aimais, » cria Clara, sa voix résonnant dans le garage vide. « C'est plus que ce que vous lui avez jamais donné. Je sais quel genre de vie Marie a eu avec vous. Froide, contrôlée, sans amour. » Les yeux de Véronica se plissèrent. « Vous ne savez rien de sa vie. Je sais plus que vous ne pensez, » dit Clara. « Nous parlons depuis des semaines maintenant, et je peux le voir dans ses yeux. Elle n'est pas heureuse. Vous l'avez transformée en robot. Une petite machine d'affaires parfaite. Mais vous ne lui avez jamais donné ce dont elle avait vraiment besoin. Et qu'est-ce que c'est ?
demanda Véronica moqueusement. L'amour? Dit Clara simplement. Le vrai amour, pas le contrôle, pas la manipulation, juste l'amour. Véronica rit, un son dur et amer. L'amour ne paye pas les factures. L'amour ne construit pas des empires. L'amour ne donne pas le succès et la sécurité. Non, acquiesça Clara. Mais il donne une raison de vivre. Quelque chose que vous ne comprenez clairement pas. Véronica s'approcha jusqu'à être à quelques centimètres du visage de Clara. Écoutez-moi très attentivement, dit-elle, la voix basse et dangereuse. Vous resterez loin de Marie. Vous quitterez votre emploi. Vous quitterez cette ville. Et si vous essayez de la contacter à nouveau, je vous détruirai encore. Cette fois, ce ne sera pas 20 ans en prison. Ce sera bien pire. Clara tint bon, ne reculant pas. Je n'ai plus peur de vous. Alors vous êtes une idiote, siffla Véronica. Peut-être, dit Clara. Mais je suis aussi une mère. Et une mère n'arrête jamais de se battre pour son enfant. Jamais. Pas même après 20 ans. Marie est ma petite fille, dit Véronica. Elle m'appartient. Pas à vous. Elle n'appartient à personne, cria Clara. C'est un être humain, pas une possession, pas un trophée. Quand allez-vous comprendre ça? Je comprends parfaitement, dit Véronica. Je comprends que vous n'êtes rien. Une femme pauvre et pathétique qui a tout perdu parce qu'elle était faible. Et je comprends que si vous essayez de dire à Marie qui vous êtes, je m'assurerai qu'elle ne vous croit jamais. J'ai des avocats, de l'argent, du pouvoir. Qu'avez-vous? Les yeux de Clara se remplirent de larmes, mais sa voix resta forte. J'ai la vérité, et la vérité finit toujours par éclater. Véronica ouvrit la bouche pour répondre, mais elle entendit quelque chose. Des pas. Les deux femmes se tournèrent. Marie se tenait à l'entrée du garage, son sac à main à la main, son visage figé par le choc. Elle avait tout entendu. Le silence dans le garage était assourdissant. Marie fixait les deux femmes, son esprit essayant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Vous avez volé ma fille. Vous m'avez envoyée en prison pour un crime que je n'ai pas commis. Une mère n'arrête jamais de se battre pour son enfant. Marie, dit Véronica rapidement, sa voix soudainement douce. Ce n'est pas ce que ça semble être. Mais les yeux de Marie étaient sur Clara, sur le visage taché de larmes de la femme plus âgée, sur la manière dont elle regardait Marie avec un amour si désespéré, si douloureux. Qu'a-t-elle voulu dire? Demanda Marie, la voix tremblante, quand elle a dit « Vous avez volé ma fille ?» Véronica s'avança. « Marie, cette femme est folle. Elle harcèle notre famille depuis des années. Elle essaie de... » Je lui ai demandé, interrompit Marie, toujours en regardant Clara. Pas à vous. Tout le corps de Clara tremblait. C'était le moment qu'elle redoutait depuis 20 ans. Le moment où elle devrait dire la vérité à Marie et risquer de la perdre à nouveau. Mais elle n'avait plus le choix maintenant. Marie, murmura Clara. Je suis ta mère. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un coup de tonnerre. Marie recula d'un pas, secouant la tête. Non, non, c'est impossible. Ma mère est morte quand j'étais petite. Grand-mère me l'a dit. Elle a menti, dit Clara, les larmes coulant sur son visage. Ta grand-mère m'a piégée pour vol il y a 20 ans. Elle m'a fait arrêter et envoyer en prison. Elle t'a enlevé à moi quand tu avais 6 ans, et je te cherche depuis. Marie regarda Véronica. Ce n'est pas vrai. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Le visage de Véronica était de pierre. Marie, tu dois m'écouter. Est-ce vrai? Cria Marie. Le son résonna dans le garage. Le silence de Véronica était une réponse suffisante. Les jambes de Marie faiblirent. Elle trébucha en arrière, s'appuyant contre un pilier en béton pour se soutenir. J'avais des rêves, murmura Marie. Des rêves d'une femme qui me chantait des chansons. Qui me serrait dans ses bras. Qui m'appelait bébé. Elle regarda Clara avec de grands yeux désespérés. C'était toi? Clara hocha la tête, incapable de parler à travers ses sanglots. Tu mens, dit Marie, mais sa voix manquait de conviction. Ce doit être une sorte de ruse. Une escroquerie. Je ne mens pas, dit Clara. Elle fouilla dans sa poche avec des mains tremblantes et sortit la vieille photo, celle qu'elle avait gardée cachée toutes ces années. Celle d'elle, de Johnson et de bébé Marie. Regarde, s'il te plaît, juste regarde.
Marie prit la photo. Ses mains tremblaient si fort qu'elle faillit la laisser tomber, mais elle la vit. Son père, Johnson, l'homme qu'elle n'avait vu que sur d'autres photos dans le manoir de Veronica, avec Clara et avec un bébé. Un bébé qui ressemblait exactement à Marie sur ses propres photos de bébé. Non, murmura Marie. Non, non, non. Je t'aimais, dit Clara, la voix brisée. Je t'aimais plus que tout au monde, et elle t'a arraché à moi. Elle m'a envoyée en prison pendant 20 ans. Elle t'a laissé grandir en pensant que j'étais morte. Mais je ne t'ai jamais oubliée. Pas un seul jour. Pas un seul instant. Marie regarda Veronica. Comment avez-vous pu? Comment avez-vous pu nous faire ça, à moi, à elle? Parce que je te protégeais, dit Veronica, sa composure enfin fissurée. Elle était sans abri. Elle ne pouvait pas s'occuper de toi. Tu vivais dans des refuges, Marie, mangeant dans des banques alimentaires, manquant l'école. Je t'ai tout donné. Tout ce qu'elle n'aurait jamais pu. Tu m'as tout donné sauf la vérité, cria Marie. Tu m'as laissé croire que ma mère était morte. Tu as volé 20 ans de nos vies. Je t'ai donné un avenir, rétorqua Veronica. Regarde ce que tu es devenue. Réussi, riche, respecté. Aurais-tu eu tout cela avec elle? Les yeux de Marie flamboyaient de colère. J'aurais eu une mère. J'aurais eu de l'amour. Sais-tu combien de nuits j'ai pleuré jusqu'à m'endormir en souhaitant avoir une maman? Sais-tu à quel point j'étais seule en grandissant dans ce manoir froid avec toi? J'ai fait de mon mieux. Ton mieux était un mensonge, cria Marie. Toute ma vie a été un mensonge. Elle se tourna vers Clara, les larmes coulant sur son visage. Est-ce vraiment vrai? Es-tu vraiment ma mère? Clara hocha la tête, son cœur se brisant et guérissant à la fois. Oui, bébé. Je suis ta mère. J'ai toujours été ta mère. Marie se mit à pleurer plus fort. Des sanglots profonds et douloureux qui venaient de 20 ans de manque de quelque chose qu'elle ne savait même pas avoir perdu. Clara ouvrit les bras, et Marie, sans réfléchir, sans hésiter, courut vers eux. Mère et fille s'enlacèrent pour la première fois en 20 ans. Toutes deux pleurant. Toutes deux tremblant. Toutes deux enfin complètes. Veronica les regarda, son visage pâle, ses mains tremblantes. Elle avait perdu, après tout son planning, tout son argent, tout son pouvoir. Elle avait perdu la seule chose qui comptait. Marie, dit Veronica doucement. S'il te plaît, laisse-moi expliquer. Ne dis rien, dit Marie, la voix étouffée contre l'épaule de Clara. Ne me parle plus jamais. Je ne veux plus jamais te voir. Marie, tu ne peux pas penser ça. Je le pense, dit Marie, se reculant et regardant Veronica avec des yeux rouges et gonflés. Tu n'es pas ma grand-mère. Tu es une étrangère. Une étrangère cruelle et sans cœur qui a détruit ma famille. Je suis ta famille, dit Veronica désespérément. Non, dit Marie fermement. Elle l'est, elle prit la main de Clara. C'est ma mère, et je la choisis. Veronica sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Toutes ces années, elle s'était dit qu'elle avait fait ce qu'il fallait, que prendre Marie était justifié, que Clara n'était pas assez bien. Mais maintenant, en regardant Marie regarder Clara avec tant d'amour, un amour que Marie ne lui avait jamais montré, Veronica comprit enfin ce qu'elle avait vraiment fait. Elle avait volé l'amour, et on ne peut pas racheter l'amour. On ne peut pas le forcer. On ne peut pas le posséder. S'il te plaît, murmura Veronica. Et pour la première fois en des décennies, il y avait des larmes dans ses yeux. S'il te plaît, ne me laisse pas seule. Mais Marie s'éloignait déjà, son bras autour de Clara, soutenant la mère qu'elle avait enfin retrouvée. Elles marchèrent ensemble vers la sortie du garage et disparurent dans la nuit. Veronica resta seule dans le parking vide, entourée de voitures coûteuses, de béton et d'ombre. Elle avait tout ce que l'argent pouvait acheter, et elle n'avait rien du tout. Les semaines suivantes ne furent pas faciles. Marie prit du temps loin du travail. Elle avait besoin d'espace pour réfléchir, pour comprendre ce que sa vie avait vraiment été. Elle quitta le manoir de Veronica cette nuit-là, ne prenant que ses vêtements et quelques affaires personnelles. Elle loua un petit appartement de l'autre côté de la ville. Rien d'extraordinaire, mais c'était à elle. Clara emménagea avec elle. Au début, c'était étrange. Elles étaient mère et fille, mais aussi des étrangères. 20 ans, c'est long. Elles durent apprendre à se connaître à nouveau.
Marie avait tant de questions. Comment étais-je bébé? Demanda-t-elle un soir alors qu'elles étaient assises ensemble sur le canapé. Clara sourit, ses yeux perdus dans ses souvenirs. Tu étais heureuse, toujours souriante. Tu aimais quand je te chantais. Ta chanson préférée était « You are my sunshine ». Tu t'endormais dans mes bras chaque soir. Marie sentit les larmes monter. J'aimerais m'en souvenir. Tu étais si petite, dit Clara doucement. Seulement 6 ans quand ils t'ont prise. Ce n'est pas ta faute si tu ne te souviens pas. Parle-moi de mon père, dit Marie. De Johnson. Comment était-il vraiment? Le sourire de Clara devint triste mais chaleureux. Il était gentil, doux. Il me faisait rire. Il n'était pas comme les autres riches. Il se fichait de l'argent ou du statut. Il voulait juste être heureux. Et quand tu es née, Marie, il était le père le plus fier que j'ai jamais vu. Il te tenait pendant des heures, juste à regarder ton petit visage. Il t'aimait tellement. Savait-il? Demanda Marie doucement. Savait-il comment était sa mère? Il savait qu'elle était contrôlante, dit Clara. C'est pourquoi il avait peur de lui parler de nous. Il allait le faire, éventuellement. Il prévoyait de nous présenter correctement, de lui faire comprendre. Mais ensuite, sa voix se brisa, l'accident est arrivé, et il était parti. Et j'étais seule avec toi, essayant de survivre, et Véronica, elle a vu sa chance. Marie prit la main de Clara. Je suis tellement désolée pour tout ce que tu as traversé, pour tout ce qu'elle t'a fait. Ce n'était pas ta faute, dit Clara fermement. Rien de tout cela n'était ta faute. Tu n'étais qu'une enfant. Mais j'ai grandi avec elle, dit Marie, la voix pleine de douleur. J'ai cru ses mensonges. Je ne l'ai jamais remise en question. Je ne t'ai jamais cherché. Comment aurais-tu pu? Demanda Clara. Tu pensais que j'étais morte. Et même si tu avais su que j'étais vivante, comment m'aurais-tu trouvé? Véronica s'est assurée que nous restions séparés. Marie essuya ses yeux. J'ai perdu tellement de temps. 20 ans que nous aurions pu passer ensemble. Nous avons du temps maintenant, dit Clara, serrant sa main. C'est ce qui compte. Nous avons maintenant, demain, et tous les jours après. Elles restèrent assises en silence un moment, se tenant simplement la main, étant simplement ensemble. Maman, dit Marie doucement, testant le mot. Clara retint son souffle. Oui, bébé. Je t'aime, murmura Marie. Clara serra sa fille dans une étreinte forte, les larmes coulant sur son visage. Je t'aime aussi. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pas une seule seconde. Elles s'enlacèrent et pleurèrent. Mais cette fois, c'étaient des larmes de guérison, pas de douleur. Pendant ce temps, Véronica rapetissait de plus en plus. Pas physiquement, elle vivait toujours dans son manoir, avait toujours son argent, possédait toujours ses entreprises. Mais à l'intérieur, elle rétrécissait. Chaque jour, elle s'asseyait dans son bureau, regardant de vieilles photos de Johnson, de Marie enfant, de la famille qu'elle pensait avoir construite. Mais tout cela avait été construit sur des mensonges, et maintenant tout était parti. Elle essaya d'appeler Marie des dizaines de fois, mais Marie ne répondit jamais. Elle essaya d'envoyer des lettres, mais elles furent retournées non ouvertes. Elle essaya de se présenter à l'appartement de Marie, mais Marie ne la laissa pas entrer. Finalement, Véronica cessa d'essayer. Elle réalisa, trop tard, que certaines choses ne peuvent être forcées, certaines choses ne peuvent être achetées. Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent jamais être réparées. 6 mois après que la vérité fut révélée, Marie et Clara visitèrent la tombe de Johnson ensemble. C'était un samedi matin ensoleillé. Le cimetière était calme et paisible. Les oiseaux chantaient dans les arbres, et une légère brise faisait onduler l'herbe. Elles se tenaient devant la pierre de marbre, tenant toutes deux des fleurs. « Salut, papa, dit Marie doucement. Je connais enfin la vérité maintenant, sur toi et maman, sur combien tu nous aimais. » Clara posa ses fleurs sur la tombe. « Je suis désolée de ne pas avoir pu protéger notre fille, Johnson. Je suis désolée pour ce qui s'est passé, mais je te promets, je prends soin d'elle maintenant. Nous sommes à nouveau ensemble. » Marie prit la main de sa mère. « Et nous allons bien, toutes les deux. » Elles restèrent là un moment, se souvenant simplement, honorant l'homme qui les avait toutes deux aimées. Puis, alors qu'elle se tournait pour partir, Marie vit quelqu'un debout de l'autre côté du cimetière, à moitié caché derrière un arbre. « Véronica !»
Elle les regardait de loin, son visage pâle et triste, ses épaules affaissées. Pendant un instant, leurs yeux se croisèrent. Marie ressentit une bouffée de colère, puis de la pitié, puis autre chose. Quelque chose qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Le pardon? Pas encore. Peut-être jamais. Mais elle comprit à cet instant que Véronica avait tout perdu. Qu'elle était seule. Que sa cruauté avait détruit son propre bonheur. Et cela était une punition suffisante. Marie se détourna et marcha avec Clara vers les portes du cimetière, vers le soleil, vers leur avenir. Véronica les regarda partir, les larmes roulant sur ses joues ridées. Elle avait construit un empire. Elle avait accumulé une richesse inimaginable. Elle avait contrôlé, manipulé et dominé tous ceux autour d'elle. Mais à la fin, elle n'avait rien, car on ne peut pas acheter l'amour. On ne peut pas le voler. On ne peut pas le forcer. L'amour n'est réel que lorsqu'il est donné librement. Et Véronica n'avait jamais appris cette leçon. Pas avant qu'il ne soit trop tard. J'espère que vous avez aimé regarder cette histoire autant que j'ai aimé la créer. Likez, partagez et commentez les leçons que vous en avez tirées. Dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous.